Donc, nous sommes le récit de l'enseignement privé. Donc, Benjamin, France, Maude et Guillaume, on travaille là, pour l'ensemble des écoles privées de la Fédération au Québec. C'est environ là, 240 établissements qu'on accompagne sur des enjeux pédagogiques, sur les enjeux d'intégration du numérique, sur les enjeux didactiques. Donc, on est une petite équipe de 4 qui est fort bien occupée. Justement, là, ça a été notre rôle aussi a été d'accompagner les écoles à faire un accompagnement, une continuité pédagogique là, dans le temps de la pandémie de la COVID. Donc, en fait, l'équipe, on est très complémentaires dans notre champ d'expertise. Donc, Maude a été enseignante au primaire, donc en France, et à la base enseignante de français au secondaire. Guillaume est enseignant de mathématiques et de sciences au secondaire et moi, j'étais enseignant d'univers social, donc d'histoire de géographie au secondaire. Donc, on a des accompagnements qui sont vraiment plus de type didactique, donc vraiment d'amélioration des pratiques dans les matières. Mais on se rejoint surtout sur des enjeux pédagogiques, notamment comme toute la réponse sur la continuité pédagogique pendant le temps de la COVID-19, c'est tout quelque chose qu'on a construit ensemble sur comment il fallait d'abord se reposer sur des outils numériques pour être capable de juste d'enseigner à distance, avoir les outils qui nous permettent d'offrir encore un offre de service pédagogique aux élèves. Mais après ça, tous les propos pédagogiques qui, je dirais, sont transdisciplinaires. Fait que tout ce qui est par rapport à la conception de situations de compétences, d'évaluation de compétences, rendre l'évaluation vraiment comme un outil d'apprentissage et non juste un outil pour évaluer, là, pour vraiment que ça soit partie du processus. Qu'on parle de documentation, de pédagogique, donc capable d'aller récolter des traces signifiantes. Quand on parle aussi d'être capable de tout mettre ça dans un plan d'apprentissage pour rendre l'élève autonome, surtout en contexte là, de pandémie, c'était particulièrement important. Fait que sur les enjeux pédagogiques, on travaille toujours ensemble avec aussi, là, de par les accompagnements qu'on fait avec les différentes écoles pour faire en sorte que nos accompagnements puis nos propos soient le plus arrimés et par rapport aux problématiques du terrain. Je pense que la seule chose que j'ajouterais peut-être, c'est que quand on est en situation de crise, c'est là qu'on se rend compte que ça devient important aussi de travailler en équipe, mais de se fier à l'expertise des autres. Alors, c'est-à-dire que, étant donné qu'en très, très, très peu de temps, on a dû se retourner, accompagner en peu de temps un grand volume d'écoles, c'est là où il faut être capable, au niveau d'une équipe, de se concerter en travail d'équipe, de se répartir les tâches en fonction, pas nécessairement des fois de ce qu'on préfère le plus faire, mais d'être très lucide par rapport à ses compétences, par rapport aux compétences de ses collègues pour être capable d'être une équipe qui est agile et qui est réactive. Et après ça, c'est ça qu'on a essayé de faire, notre équipe, beaucoup. Et je pense que ça a été une de nos forces en cette période de gestion de crise-là, de se concerter, de se reséparer, de se reconcerter. Et puis, ça a fait avancer notre équipe à une vitesse à laquelle on ne l'aurait pas soupçonné parce qu'on se faisait confiance les uns les autres quand quelqu'un prenait un dossier qui était pour parler au nom de l'équipe malgré l'expertise de cette personne-là. Je pense qu'on est tous, les gars sont situés à Québec, nous on est à Montréal, on est habitués d'être sur la route, donc nécessairement on avait déjà des stratégies de travail efficaces. Je pense que ça c'est la base et que c'est quelque chose qu'on néglige souvent. On avait des stratégies de travail efficaces, une méthodologie aussi et des stratégies de communication rapides et efficaces sans nécessairement devoir passer toujours par le courriel. Donc je pense que ces éléments-là ont fait qu'on est devenu agile très rapidement. On arrivait à se rejoindre rapidement. On arrivait à savoir où étaient les documents des autres dans lesquels ils travaillaient. Donc, toute cette organisation-là avait été faite il y a fort longtemps. Mais il y a fort longtemps, notre équipe est quand même jeune. Mais ça fait partie des choses qu'on a mis en place rapidement. Donc, pour nous, c'était très facile d'être agile, notamment là, avec ça. Là. Bon, il y a aussi la force.
Vas-y bien, Il excuse-moi. y a aussi la force du groupe. Dans le fond, souvent, on tombait sur des lectures soit pour nous développer nos compétences, ou des fois, je pouvais recevoir des lectures par rapport aux primaires, ou Benjamin pouvait me sortir des lectures en pédagogie. Donc, le développement des compétences s'est fait très rapidement. Donc, les gens qui avaient déjà des connaissances préalables sur certains domaines sortaient rapidement des lectures extrêmement pertinentes, pointues. Et, donc, l'échange d'expertise se fait de façon très, très fluide au niveau de l'équipe. Donc, l'équipe était très compétente, même si chacun pouvait manquer certains éléments. Entre autres en évaluation, il y a eu des lectures qui ont été ressorties, mais j'ai pris mon temps pour aller me remettre à jour. J'ai sorti des documents sur certains points d'actualité ou autres. Donc, l'échange d'informations, de documents, puis la synthèse d'informations fait que l'équipe est devenue très efficace. Donc, l'équipe en tant que telle, au niveau des compétences, c'était très complet, mais c'est l'échange entre nous qui fait que l'équipe est devenue un petit peu plus efficace aussi au travers de ça. Puis je pense que je vais faire un lien avec ce que France et Guillaume ont dit. C'est que je pense là où on a été capable d'être rapide et agile, c'est qu'on a été en mesure de faire en tant qu'équipe une lecture très, très rapide de nos angles morts. Ce que nous ne possédions pas. Et à ce moment-là, en fonction de nos compétences précédentes, on s'est réparti nos angles morts. Je vais vous donner un exemple très, très concret à ce sujet-là. C'est que Guillaume, par exemple, a déjà un passé de technicien informatique. Il a littéralement été engagé pour être un conseiller pédagogique du récit. Mais à ce moment-là, on est tout le monde, toute l'équipe, on est allé au-delà de notre description de tâches officielles. C'est-à-dire qu'on est allé puiser dans notre bagage pour ensuite de ça être capable de combler les angles morts. Ce qui a fait en sorte que, comme moi je sors du primaire, bien rapidement je me suis davantage dévouée aux écoles primaires. Fait que quand mes collègues qui normalement recevaient des demandes des écoles primaires, bien là on me les envoyait. Dès qu'on avait des demandes plus techniques, bien c'est sûr et certain qu'on posait la question à Guillaume. Fait que voyez-vous, ça c'en est que 2 exemples là, parmi tant d'autres. Ce qui a fait aussi qu'on devienne très agile, c'est qu'on a accepté de revoir rapidement nos tâches alors que notre description de tâches et qu'on n'attendait pas que les directives arrivent d'en haut. C'est qu'on voyait la vague arriver et avant d'être emporté par la vague, ben nous, on réagissait. Puis, c'est sûr et certain que de revoir sa description de tâches, ben là, je vais peut-être chatouiller un peu les syndicats. Ça a quand même fait en sorte que nos conditions de travail ont été fort agréables. Pour quelle raison? Parce qu'on ne s'est jamais retrouvé pris dans une vague, même si on a beaucoup travaillé. Fait que de travailler différemment, de faire les choses autrement, dans le fond, de sortir de notre contexte, comme Guillaume le fait, notamment des fois à se transformer en technicien, bien, ça a fait en sorte que ça a été viable et agréable pour tout le monde. Et agréable dans un contexte de COVID, là, avec quelques cheveux blancs pour toute l'équipe, mais ça a fait en sorte qu'on s'en tire bien, puis bien, on a un sentiment d'efficacité professionnelle et personnelle ben, qui est bien. Je pense que toute l'équipe, on va s'en aller en vacances en ayant le sentiment du devoir accompli là-dedans. Mais c'est ça. La seule expertise qu'on n'avait pas, ben, personne n'avait tant que ça en Amérique du Nord le 15 mars, c'était vraiment l'enseignement en temps de pandémie. Sauf que l'avantage qu'on avait en Amérique du Nord, c'est qu'on pouvait regarder tout ce qui avait été fait en Asie. Fait qu'on est comme rapidement, dès le premier lundi, quand les écoles ont fermé, on est tout de suite allé voir ce qu'il y avait des documents qui avaient été, je pense que c'est la International School of Shanghai, qui avait fait un document sur voici ce qu'on a mis en place, voici ce qu'on recommande, parce que eux, ça faisait déjà 2 mois qu'ils expérimentaient ça. Fait qu'on est comme tout un peu allé retirer l'ADN de leurs recommandations pour tout de suite être en mesure de faire des recommandations, de faire de la conseillance pédagogique, même si on avait 0 jour d'expertise d'accompagnement en pandémie. Au moins, on avait comme toujours 2 mois d'avance à cause de ce que les gens en Asie expérimentaient. Il y avait aussi toute l'expertise de l'UNICEF par rapport à l'éducation en temps de crise, donc notamment dans les pays en guerre, puis le bac international aussi. Je pense que rapidement, on a été capable de se bâtir une petite bibliothèque pour voir les choses qui allaient s'en venir aussi. On s'est réparti ces lectures-là au travers de l'équipe. On a sorti les points, puis on allait relire les textes en fonction de nos besoins aussi. Mais c'est l'ensemble des communications, puis d'avoir centralisé les endroits où on communiquait les lectures à faire, qui ont fait qu'en sorte qu'on a développé rapidement les habiletés manquantes. Là, c'était la question de départ. C'est que
Notre équipe a été capable de très bien gérer, mais ce qu'on s'est rapidement rendu compte en gestion de crise, c'est que quand on travaille au sein d'une organisation, bien là, tous les angles morts, en temps de crise, tous les angles morts deviennent visibles. Fait que c'est sûr et certain que nous, notre équipe, on était capable de s'auto-réguler, mais aussi, on est devenu des fois des lanceurs d'alerte par rapport à dans les écoles ou même au sein de notre organisation, par rapport des fois à des pratiques professionnelles qui devraient être arrimées. Fait que tout ça. Juste une petite clarification pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le récit, puis qu'est-ce que vous faites vraiment. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment... est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que ça serait mieux de... On fait des écoles. Et pourquoi? Parce que si on parle avec les personnes qui font partie des équipes de Teaching and Learning dans les écoles, tu les regardes comme ils sont là maintenant, épuisés, vraiment comme fatigués, alors que là, il y a la vie dans l'équipe ici. C'est difficile que je vois. Alors, je crois que les attentes sont un peu différentes et puis le rôle est un peu différent, ce qui vous a donné la chance de respirer pour aider et puis vraiment être proactif. Donc, est-ce que vous pouvez juste définir c'est quoi le rôle du récit? Benjamin, on va te laisser la parole. Vas-y. En fait, le rôle du récit, l'enseignement privé, je vous dirais qui est très à géométrie variable. Mais tu sais, les sujets en général qu'on aborde le plus avec les équipes d'école, puis avec les directions aussi pour être capable d'avoir ce leadership pédagogique pour faire ce changement-là, c'est beaucoup sur le rôle de l'évaluation, comment changer un peu le rôle de l'évaluation pour que ça soit vraiment un processus qui aide les élèves à apprendre pour vrai au lieu de juste dire, mettons, tu as eu 84 en français notamment, je m'excuse. Donc, c'est pour vraiment de changer le rapport à l'évaluation. Après ça, c'est grosso modo d'avoir des pratiques pédagogiques qui sont toujours les plus authentiques, qui sont les plus efficaces, qui sont les plus signifiantes. Fait que des fois, ça peut être juste d'accompagner les enseignants à concevoir une tâche, par exemple, en mathématiques, une vraie résolution de problèmes qui vraiment vient mobiliser la compétence de résolution de problèmes et non pas juste, mettons, faire puis là, Guillaume, corrige-moi, là, mais tu sais, de faire vraiment un algorithme très, très prédéterminé. Là. Fait que, des fois, c'est vraiment sur la compréhension de ce que sont les compétences. Il y a tout aussi l'intégration de tout ce qu'on appelle là, les compétences du 21e siècle ou les compétences globales. Là. Fait que, comment les rapports créatifs au savoir, comment on peut justement intégrer aussi tout ce qui est pensée informatique aussi, notamment dans certaines disciplines. Fait que, on est vraiment un peu à la croisée entre la pédagogie, de la didactique, la gestion du changement, du leadership pédagogique. Tout ça avec le numérique en filigrane, parce que officiellement notre rôle, comme ce qui est écrit sur notre description de tâche, c'est conseiller pédagogique en intégration du numérique. Mais comme on le sait que le numérique, au final, c'est un outil qui peut amplifier des bonnes pratiques comme des mauvaises. On s'assure toujours que les pratiques pédagogiques soient de bonne qualité avant de venir intégrer le numérique, parce que sinon, si on fait juste rajouter la couche du numérique sur des mauvaises pratiques pédagogiques, là, on vient d'amplifier quelque chose qui n'est pas nécessairement super bon. Fait qu'en gros, c'est dans le fond. Puis au quotidien, dans le fond, c'est de l'accompagnement de direction, c'est de l'accompagnement d'enseignants, puis c'est de la formation aussi. Globalement, c'est ce qu'on fait en temps régulier. Sur nos contrats de travail, honnêtement, on devrait être des conseillers pédagogiques du CLIC. Et on sait que souvent, dans le réseau public, ça se passe comme ça. On a exactement la même description de tâche, là. On est des récits des conseillers pédagogiques en numérique. Mais l'équipe a décidé de prendre le leadership et de prendre les devants, parce qu'on sait que si on veut que les pratiques changent, non seulement en numérique, mais en pédagogie, comme Benjamin l'a dit aussi, ben il faut s'adresser, comme Guillaume l'a dit, aux directions également. Fait qu'il faut parler à nos leaders pédagogiques. Donc, au fil des années, ben le récit s'est donné comme mandat on garde toujours notre description de tâche. Notre porte d'entrée, c'est souvent le numérique, mais on sait pertinemment qu'on ne s'adressera pas seulement aux enseignants. Au fil des années, on a demandé de siéger, d'assister aux rencontres des directions, parce que ce sont les leaders que l'on doit accompagner aussi au niveau de leur développement pédagogique.
Et je vous dirais que dans la COVID, en temps de gestion de crise, oui, on a accompagné beaucoup d'équipes écoles, mais on a d'abord et avant tout beaucoup accompagné de gros groupes de direction. Alors, l'équipe s'est répartie pour assister à tout ce qu'on appelle, nous autres, soit les tables régionales, tant au primaire qu'au secondaire, pour toujours aller chercher le pouls de ce qui se passait dans les écoles via les paroles des directions pour être capable justement de voir venir la vague. Et à chaque fin de journée, souvent, on se demandait, OK, Guillaume, Benjamin, François, on est allé dans différentes tables. Quelles sont les grandes tendances? Quelles sont les difficultés? Et à ce moment-là, on partait dans la recherche de documentation. On animait des récits en direct pour être capable de répondre aux plus grands besoins de tous avant ensuite de refermer notre entonnoir et d'aller avec nos écoles qui étaient les plus en difficulté. Fait qu'on a complètement changé nos stratégies de travail. Fait qu'on est allé beaucoup écouter, documenter, débriefer avant de produire avec ce qu'on pouvait adresser pour un public très large avant de se recentrer. Fait qu'on est allé un peu à l'encontre de ce qui serait écrit dans notre mandat, qui est à dire de faire du clic avec quelques enseignants pour leur montrer la visioconférence. On a préféré former. Fait que c'est pour ça qu'on a été capable d'être agile super rapidement avec un gros bac. C'est pour ça qu'on a encore le sourire. C'est que, on a, oui. Dans le sens que, c'est qu'on a vraiment eu cette rencontre-là de comment on est capable, c'est quelles sont les stratégies qui vont faire en sorte que notre message a le plus d'impact, est entendu par le plus de personnes. C'est justement travailler notamment avec les directions pédagogiques des écoles pour qu'après ça, eux soient capables de faire vivre, un peu la vision de l'apprentissage qu'on essaie de mobiliser, de faire émerger. Donc, c'est pour ça. C'est en se restructurant. Maud a mentionné les récits en direct. C'était dès la première semaine, ça a été justement de faire des événements sur... on utilisait la plateforme Google Meet. Puis c'était avec 250 personnes qui étaient là, puis on l'enregistrait. Ça, on était surpris qu'on a... Je pense que nos récits en direct, ils ont quoi, 7 000, 8 000 vues, quelque chose comme ça. Sur justement, vraiment, juste les premiers, ça a été, c'est quoi la structure que l'école doit avoir pour être capable d'offrir un enseignement à distance, l'outil de visioconférence notamment, comment ça fonctionne, tout ça. Puis après ça, on est, une fois que, vraiment, la pyramide de Maslow des besoins numériques était répondue, là, après ça, on est allé vraiment sur les enjeux pédagogiques de comment offrir une expérience d'apprentissage à distance qui est signifiante puis qui est complètement différente de ce qu'on va faire en classe, en salle de classe avec nos élèves. Parce que c'est un monde pédagogique qui est quand même assez différent. Peut-être que c'est votre approche qui vous a permis parce que vous êtes encore 4. Donc, vous étiez 4 avant la COVID, vous êtes 4 encore durant la COVID. Et nous serons 4 encore l'année prochaine. Et vous avez pu passer, parce qu'avant, il y avait certaines écoles qui venaient vers vous, ou bien vous les accompagniez, mais c'était pas toutes les écoles en même temps, tous les profs en même temps. Là, vous avez toute la vague en même temps. Alors, tout le monde avait besoin de votre aide, mais vous avez réussi parce que vous avez changé toute l'approche. Donc, vous avez toutes nos pratiques. Oui. Okay. Alors, on a 2 choix. On peut reprendre la chanson des Cowboys fringants. On peut décider d'être un chêne avec ses conditions de travail et son contrat de travail, ou on peut décider d'être un roseau qui traversera la tempête. Ce qui se traduit également, si vous me permettez, on est déjà, nous, en train d'anticiper la rentrée scolaire. Alors, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plusieurs écoles. Puis je vais vous donner un exemple très pratico-pratique pour l'illustrer. La prochaine rentrée scolaire, on a des écoles qui n'avaient pas démarré de suite nuagique, que ce soit Office ou que ce soit Google. Alors, nos écoles qui, là, sont en train d'installer les consoles, on en a un bon volume, on sait que ça arrive à la rentrée. Alors, on a déjà annoncé à nos directions qu'il y aura une journée massive de formation de clics pour les enseignants, pour éviter, nous, après, de devoir tout répondre à la pièce. Et en même temps, on a animé des récits en direct pour être capable d'accompagner les directions dans leur leadership pédagogique. Fait que de quelle façon est-ce que ça s'est traduit? Par un courriel qu'a reçu Guillaume ce matin, demandant un accompagnement très, très technique dans les journées pédagogiques. Moi, j'en ai reçu également hier. Fait qu'on est tous capables de prendre ce temps-là et de dire, voici la journée, voici la formation en ligne. Fait que nous, on vient de se dégager du temps ensuite, au lieu de le faire de façon constellaire pour mieux s'orienter.
Mais le fait d'avoir fait les récits en direct puis s'adresser aux directions, bien, ça a eu un impact dans la boîte de courriel de France ce matin, qui a reçu un courriel d'une direction pédagogique lui disant « Est-ce que tu peux m'envoyer des lectures pédagogiques inspirantes pour qu'au niveau de la pédagogie, moi, je sois capable l'année prochaine d'inspirer mon équipe. » Fait que voyez-vous, on travaille vraiment le haut et le bas de la pyramide. On va y aller avec du technique, on va y aller avec l'autre aussi. Ça nous a permis aussi oui, on travaillait déjà avec un certain nombre d'écoles, mais on avait tout plein d'écoles qui n'avaient jamais communiqué avec nous encore et que nous, on peut pas aller frapper aux portes pour dire « Avez-vous besoin d'aide? » C'est un service qui est offert gratuitement, mais c'est un service qui est toujours là. Bien, on a certaines écoles, notamment cette direction-là, qui voulait avoir des lectures, qui est venue cogner et qui a dit « Nous, l'année prochaine, nous aurons besoin d'aide. » Donc, déjà, cette nouvelle école-là vient de s'inscrire. On le sait, toute l'équipe, c'est une école secondaire, donc que nous serons déployés tout le monde. Cette équipe-là a d'abord besoin de soutien numérique, sachant qu'il va y avoir une journée qui va être destinée juste à du clic numérique. On sait qui va donner la formation. On connaît très bien les propos qui seront donnés parce que peu importe qui va la donner, on va tenir les mêmes propos. Donc là, on peut bâtir ensuite là-dessus. On va être super efficace parce qu'on a défini avec vous, voici ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine. Et ce qui est à préciser aussi, puis c'est que chaque école du réseau de la FEP est indépendante. Fait il y a il n'y a pas une solution qui doit être appliquée à tout le monde de façon un peu one size fits all, pardonnez-moi l'expression en anglaise. Fait que chaque école prenait nos propos, puis après ça, venait les adapter à eux, leur réalité, eux, leur clientèle, parce que des propos pédagogiques, mettons, d'une école qui est à Québec versus une école qui est sur l'île de Montréal, qui n'ont pas nécessairement la même clientèle, ça doit être adapté un peu. Fait que d'avoir des écoles qui n'ont pas dû attendre des directives de voici ce que vous devez faire, de solutions qui sont très monolithiques, là. Ça permet à tout le monde de réagir aussi de façon adaptée. Fait que c'est comme une grande force du réseau privé. C'est cette flexibilité et cette agilité-là que chaque école a. Personne. C'est l'absence de grosses structures bureaucratiques au-dessus. C'est ça. Ce qui fait en sorte que une des raisons pour lesquelles le privé était capable de réagir rapidement, notamment. Ouais. Donc, si je passe aux défis, comme là, j'ai compris les pratiques que vous avez changées, mais quels étaient vos défis pour pouvoir vraiment aider ces écoles-là? Ben, et de un, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Et de un, nous, d'abord et avant tout, puis on l'a eu notre journée de vertige. Les écoles ont fermé le 13 mars. Là, le lundi matin, les 4, on s'est mis en visioconférence et on a tous eu un moment de « OK, gang, là, ça va être costaud ». Mais ensuite, on a été rapidement capable de reprendre nos esprits comme équipe et on s'est tout de suite mis, avant de se mettre en action, on a tout de suite été appliquer une grille d'observation, d'analyse des besoins très rationnels. Alors, c'est-à-dire, on a déterminé les besoins que l'on anticipait dans le désordre. Et ensuite, on a fait un exercice d'administration qu'ils vont appeler le in-basket. On doit commencer par quoi pour avoir le maximum d'impact avec la petite équipe que l'on a pour éviter de se retrouver surchargé. Fait que ce qui veut dire, et c'est souvent ce qu'on enseigne à nos écoles, des fois, vous allez devoir prendre le temps de faire une pause, de faire une très bonne analyse de besoins, d'analyser ces besoins-là, de les réordonner pour concerter vos actions. Et honnêtement, c'est ce qu'on trouve qui a été dommage dans le réseau public, c'est que ce n'est pas le message qui a été envoyé. Alors, au lieu de dire, puis là, je vais reprononcer les mots vacances, ce qui aurait dû être fait, en tout cas à notre avis, à notre humble avis, c'est prenez, oui, ces 2 semaines-là, comme beaucoup de nos écoles l'ont fait d'ailleurs, mais non pas pour être en vacances, pour anticiper, analyser, structurer et organiser de façon efficiente les actions à venir. Fait que ça a été un de nos défis parce qu'on n'avait pas d'expérience là-dedans. Je sais pas si. Mais c'est ça. Je pense qu'on l'a bien fait, mais effectivement, c'était chaque semaine amenait ces nouvelles consignes, ces nouvelles recommandations du ministère. Fait que chaque semaine, c'était comme toujours une espèce de ADI en accéléré à chaque semaine. C'était tout le temps comme à chaque semaine, c'était OK, c'est quoi les besoins de cette semaine? Puis là, c'est là toutes les rencontres avec la direction, parler avec le monde du terrain, ça nous permet tout le temps de voir c'est quoi les besoins. Mais à chaque semaine, c'était comme toujours un cycle qui démarrait. Je pense qu'on l'a bien fait,
mais que, tu sais, effectivement, ça a été un défi, puis c'est quand même énergivore d'être toujours en mode lecture, production, recommandation. Nous autres, on appelle ça maintenant l'extracteur à jus pédagogique. Fait que c'était vraiment, tu sais, à chaque semaine, c'était ce cycle-là qui est en accéléré. On l'a bien fait, mais tu sais, c'est drainant un peu, là. Un des moments clés où il y a eu un gros défi, c'est on avait préparé un récit en direct, puis il y a eu des directives comme quoi que le primaire partait d'une direction, le secondaire carrément dans une autre direction. Donc, il a fallu prendre des décisions très rapidement. Est-ce qu'on tenait encore notre événement, étant donné les nouvelles consignes, notre événement était plus cohérent avec ce qu'on voyait sur le terrain. Donc, le défi, ça a été de carrément prendre la peine de dire on va annuler cet événement-là qui était vraiment là, il y avait beaucoup de gens qui étaient inscrits et qui voulaient participer, qui voulaient avoir des informations. Donc le défi, ça a été d'annuler l'événement, de transmettre de l'information à nos équipes et là, il a fallu vraiment scinder l'équipe où on a fait une équipe qui était plus axée primaire parce qu'il y avait un retour en classe et une équipe qui était un petit peu plus axée secondaire pour pouvoir continuer à répondre aux besoins et aux différentes questions. Mais le défi, c'était de créer ces deux équipes-là, mais de continuer l'échange d'informations pour pouvoir continuer à construire l'expertise secondaire à partir de l'expérience du primaire. Donc ça a été un endroit où on a structuré vraiment nos façons de faire. Puis il y a un petit coup. Donc, les défis viennent souvent des contraintes extérieures plus que de ce qu'on avait sur le terrain. Benjamin, peut-être compléter. Le défi de l'enseignement, on va dire hybride ou bimodal que le primaire a dû faire, là, c'est-à-dire tu as littéralement, tu sais, le titulaire avait littéralement 2 groupes en présentiel ainsi que ses élèves à la maison. Le fait que souvent les titulaires se retrouvaient avec souvent 3 groupes. Là. Ça a été un bon défi de conseillance pédagogique d'être capable de juste littéralement survivre à ces situations-là, puis développer des stratégies, notamment avec le numérique, pour toutes saisir les occasions qu'on peut avoir avec le numérique pour faire en sorte que quand on enseigne, ça soit disponible aussi en ligne sur Google Classroom ou mettons sur SharePoint, là, ou avec une suite magique. Fait que ça a été un bon défi de conseillance, vraiment de faire des recommandations aux directions puis aux enseignants sur le retour en classe. Ouais. Et d'y aller aussi avec du matériel qu'ils avaient déjà. Parce que souvent, des excuses que l'on a entendues, c'est « Ah, le matériel, il n'est pas là » ou « Ah, les caméras ne sont pas arrivées ». Non. On doit continuer à le faire maintenant avec les outils que l'on a. Donc, quels sont les outils dont vous disposez? Alors, l'objectif, ce n'était pas de faire parfaitement. On est en situation de gestion de crise. C'est de faire de son mieux pour l'apprentissage et la réussite des élèves en fonction du matériel numérique que vous avez. Fait que des fois, ça a été de redéployer simplement une tablette sur un trépied pour continuer à le donner et ne jamais permettre de dire que je ne peux pas enseigner parce que je n'ai pas l'installation. Non. Comment est-ce qu'on peut continuer malgré ça? Fait que À ce stade-là, c'est là que l'accompagnement de nos écoles a été payant parce qu'on leur a donné un cadre théorique un peu sur lequel travailler, qu'est-ce qu'on doit faire. Quand on est arrivé vraiment avec ces contraintes-là, rapidement, il y a eu des solutions qui ont été développées, surtout dans la région de Québec parce qu'ils étaient en zone froide. Et on a eu, en étant sur les tables justement de consultation avec les directions, on a pu prendre cette expertise-là, puis la ramener, puis la partager au reste du réseau. Donc ça a été vraiment un bon moment où ce qu'on avait semé, on a récolté, puis on a redistribué aussi aux autres membres de la FEP. Je vais retourner à ce que vous disiez concernant l'analyse de besoins. Vous faisiez l'analyse de besoins super rapidement, etc. Mais vous faisiez l'analyse de besoins des gens qui étaient en crise et puis qui peut-être ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et puis qui voulaient tout. Ou bien Alors, comment vous avez géré cette analyse et puis, quels étaient les besoins qui étaient réels ou bien les besoins qui venaient plutôt de la peur ou bien de ce vertige que tout le monde vivait vraiment? Bien, si vous me permettez, d'abord et avant tout, c'est assez facile quand on assoit plusieurs directions. Ce dont on a besoin pour filtrer des vrais besoins, des besoins qui sont réels versus des besoins qui sont de la peur, je vous dirais qu'on a besoin d'un volume. Alors, c'est sûr et certain que
moi comme personne, moi comme récit, admettons, je représente le corps du récit, j'assiste à une seule table de gestionnaire, ben j'ai de un mes propres biais, mes propres perceptions, moi, Maud l'amoureuse, ce qui me crée un vertige ou non, et les directions qui sont présentes aussi, puis il y a une dynamique à l'intérieur d'elle. Donc, c'est là où il faut prendre des notes le plus fidèlement possible, essayer de rester le plus calme possible, mais ensuite, c'est là où ça devient important que les 4 conseillers pédagogiques, on mette nos notes ensemble, parce que c'est comme ça qu'on voit les grandes tendances se dessiner. Ensuite, on est capable de faire la différence entre ce groupe-là de direction, ce groupuscule-là, celui-là est en train de développer une dynamique qui n'est peut-être pas nécessairement la bonne. Alors là, nos patrons venaient nous aider à défaire ces dynamiques-là. Comprenez-vous? Mais il faut vraiment aller chercher des données. Ensuite, nous, on avait aussi besoin d'un temps pour décanter tout ça. On allait chercher la matière première et souvent, on se laissait un 24 heures le lendemain où là, à chaud, on en débriefait les 4 ensemble et à froid, le lendemain, on dit souvent que la nuit porte conseil, on était capable ensuite de restructurer. Et après, ben là, c'est là qu'on se le répétait. Tout est important, mais tout n'a pas la même importance. Alors, on doit commencer par quoi? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact en gardant toujours la réussite scolaire des élèves? Alors, d'abord et avant tout, c'est de continuer les apprentissages. Alors, d'abord et avant tout, avec nos écoles, ça a été de s'assurer qu'il y ait continuité des apprentissages. Là, nécessairement, ça passait par le numérique. Donc, ça a été de partir de nos écoles dans le volet numérique. Ensuite, quand toutes les écoles ont été parties dans le volet numérique et il y avait continué des apprentissages, on se ramène à notre question de base. On veut la réussite scolaire des élèves. Si on veut la réussite scolaire des élèves et que là, que ça passe par le numérique, ben là, ça prend un bon enseignement dans le numérique. Donc là, qu'est-ce qui presse? Des bonnes stratégies pédagogiques diffusées à l'aide du numérique. Fait que là, on s'est attaqué aux stratégies pédagogiques. Comprenez-vous de quelle façon est-ce qu'on a fait notre in-basket? On avait toujours en tête la réussite scolaire des élèves. Qu'est-ce qui manque présentement, comme Benjamin disait, cette semaine pour la réussite scolaire des élèves? C'est toujours à ça qu'on se ramenait. Fait que c'est comme ça qu'on descendait notre pile. Guillaume? Faire un exemple concret, par exemple, dans les premières semaines, c'était la course à quel est le meilleur outil de visioconférence. On voyait passer ça sur les réseaux sociaux, les listes des avantages, inconvénients et autres. Et la force de l'équipe, c'est de faire un pas de côté et de dire, OK, le besoin qui est exprimé, c'est lequel visioconférence qui serait le plus, est-ce mieux de prendre Zoom, Google Meet et autres. Le pas de côté qu'on a fait, c'est OK, mais vous voulez faire quoi avec les visioconférences? Est-ce que vous voulez calquer vos cours en classe? Est-ce que vous avez repensé votre horaire? Donc, la capacité de l'équipe, ça a été ça. C'est que le besoin exprimé, c'est de la visioconférence, mais en bout de ligne, on est allé chercher vraiment là, le comment, les éléments pédagogiques. L'ADN de la vision. L'ADN, donc pourquoi? Fait qu'on n'est pas allé dire, vous êtes mieux d'être dans Zoom ou dans tel élément, mais on est allé poser des questions. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Comment vous allez le déployer? Est-ce que c'est uniforme? Est-ce que vous profitez au maximum de ce que vous avez déjà en place? Est-ce que vous avez, par exemple, avec Microsoft, il y avait Teams, et avec Google? Donc, ramener tout ça à des questions plutôt qu'à des réponses parce que les milieux sont très, très différents. Donc, arriver avec une solution uniforme, tout le monde, vous devez utiliser Zoom, ça n'aurait pas répondu aux besoins de la majorité. Donc, c'est un exemple de la façon qu'on analyse les besoins et qu'on y répond. Et on aurait été enterré de demandes anecdotiques après. Aussi. Un autre exemple là, qu'on a eu, c'était emmené, il y avait beaucoup de demandes sur quelles sont les plateformes sur lesquelles les élèves pourraient faire des évaluations pour les empêcher de copier. Puis nous, notre question, c'est, mais si vous faites des tâches de compétences qui sont complexes, alors, ce n'est pas copiable par les élèves. Fait que, si vous faites juste des tâches de connaissance et du par cœur, c'est sûr que les élèves vont trouver un moyen de copier. Je m'excuse, il y a comme un son de café en arrière. C'est sûr que les élèves vont trouver une façon de copier les réponses entre eux. Fait que, ça a été un besoin qui a été beaucoup exprimé, puis nous, tout le temps, on ramenait sur eux. OK, mais à la base, puis c'est pour ça que la situation de la COVID a été intéressante pour nous parce que ça a été un levier pour vraiment, faire un peu la promotion de nous, ce qui est toujours notre discours pédagogique, de dire, vous devez faire des tâches de compétences, des tâches complexes, des tâches qui sont ce qu'on appelle des tâches non googlables, que la réponse ne peut pas nécessairement être googlée facilement par les élèves. Fait que, quand on allait vraiment faire émerger la pensée des élèves, la réflexion des élèves, alors toute la question
du copiable ou non tombait. Fait que, ça a toujours été de lire entre les lignes du vrai besoin pédagogique, souvent peut-être des fois exprimé à travers des besoins qui sont plus anecdotiques. Ouais. Mm-hmm. Ça nous a évité justement de tomber dans ce qu'on appelait des rabbit holes. Parce que à partir du moment où le récit, qui sommes les conseils pédagogiques en intégration du numérique, on se prononce par exemple, là je vais reprendre l'examen de Guillaume, l'exemple de Guillaume. On se prononce par exemple en faveur de Zoom. Il va toujours y avoir des techniciens ou des personnes qui vont venir contre-argumenter avec un autre outil. Alors, c'est là où après, ça aurait été anecdotique et extrêmement énergivore de notre côté que de devoir répondre à ce volume de courriels-là. Mais pourquoi avez-vous pris Zoom? Moi, dans mon école, on préfère. Alors, nous, on s'extrait d'eux. Si jamais votre outil ne vous permet plus d'en arriver à votre intention pédagogique et à vos fins pédagogiques de façon sécuritaire, là, on peut vous accompagner à en choisir un autre. Mais on ne s'embarquera pas dans le débat duquel, à partir du moment où il est sécuritaire, répond à vos intentions pédagogiques et tout, que vous avez le contrôle. Fait que c'est comme ça. Et ça nous a évité aussi de tomber, justement, dans les pièges que l'on a souvent vus des fois dans les discussions qu'on voit sur Facebook. Ben, moi, j'utilise tes outils parce que l'élève ne peut pas copier. Puis il y a quelqu'un d'autre en commentaire qui lui prouve qu'on est tout à fait capable de le faire. Fait que là, un conseil pédagogique en numérique peut passer facilement une journée de façon anecdotique à tenter d'empêcher un élève de se connecter avec un autre compte, alors que, comme Benjamin le disait, en travaillant autrement, on vient d'éliminer toute cette question-là. Pour compléter ce que moi disais, c'est vraiment rare qu'on ne fait jamais l'exercice ce qu'on appelle le protégez-vous du numérique, là, le pour et le contre de tous les outils, parce que ça prend vraiment de temps. Puis, en 6 mois, les outils ont tellement changé qu'il faudrait littéralement toujours faire ça. On pourrait juste être les 4 à temps plein à juste faire le recensement des outils, des pour, des contre, des avantages, des inconvénients. Mais ça change tellement que on est vraiment plus sur les pratiques pédagogiques. Mais d'abord, d'emblée, là, moi, je pense que ce serait important de dire que c'est pas toutes nos écoles qui étaient en 1 pour 1. C'était pas toutes nos écoles qui avaient des suites nuagiques déjà en place. On partait pas au même point avec toutes les écoles. On a des écoles qui se sont retrouvées à trouver des vieux téléphones dans les tiroirs des parents, tout comme des écoles au public. Nos écoles n'ont pas le même volume d'élèves et n'ont pas les mêmes moyens d'une école à l'autre. Donc, c'est excessivement variable. Donc, est-ce que c'était égal à l'intérieur même de la fédération? Moi, je pense que je suis capable de dire que c'est non. À l'intérieur même, entre nous, puis même dans les régions, il y a très peu de régions qui ont offert les mêmes choses à leurs élèves de façon commune. Donc, non, ça n'a pas été équitable, mais ça n'a pas été équitable partout, je pense, dans le réseau. Ceux qui s'en sont le mieux sortis, c'est définitivement ceux qui avaient déjà développé des compétences numériques. L'enjeu, au-delà de faire de la visioconférence, je pense, c'était de pouvoir recevoir des travaux de la part des élèves, de pouvoir échanger. Est-ce qu'on peut, de façon efficace, donner des choses aux élèves et recevoir des choses de la part des élèves? Je pense que ça a été vraiment l'élément clé qu'il fallait mettre rapidement en place. Sur l'équité vraiment d'accessibilité au matériel, ça, malheureusement, on n'a pas nécessairement de pouvoir là-dessus. Là où on a un pouvoir, c'est de dire comment des pratiques pédagogiques peuvent être flexibles afin de ne pas pénaliser un élève qui aurait un outil versus un élève qui ne l'aurait pas. Fait que, par exemple, un exemple super concret, si je veux évaluer la capacité de l'élève d'interpréter un phénomène historique, que l'élève l'exprime soit avec son ordinateur ou qu'il l'exprime papier-crayon ou qu'il fasse une balado ou qu'il fasse une caricature, au final, ça change rien sur sa compétence. Fait que c'est d'être flexible sur ces modalités, sur les modalités, sur les outils avec lesquels les élèves peuvent exprimer leur compréhension pour justement que ces outils ne deviennent pas un peu de façon cachée un critère d'évaluation. Fait que, c'est vraiment sur avoir des pratiques pédagogiques flexibles, tant sur, puis là, c'est issu du Universal Design for Learning, la conception universelle des apprentissages, comment dans ton enseignement, comment, les ressources peuvent être variées, avec des supports variés, comment l'élève peut exprimer sa compréhension de façon variée. C'est un peu comme ça qu'on est capable de contrer une certaine inéquité
du matériel, parce que ça, on n'a malheureusement pas de pouvoir là-dessus. Mais en ayant une pédagogie qui est flexible, ça permet justement de réduire l'impact qu'ont ces inégalités-là. Pratico-pratique, là, on a plusieurs écoles aussi, puis mon Dieu, j'ai l'impression de juste prononcer ces mots-là, là, qui ont fait rapidement des analyses de besoins. Je pense que ça a été la différence entre le public et le privé, parce que justement, il n'y a pas toute la structure bureaucratique qui est au-dessus, là. On a des écoles qui desservent des milieux très fragiles, notamment les écoles du réseau de l'adaptation scolaire. Ce sont des écoles privées, mais c'est méconnu. Alors, rapidement, là, je pense à une direction qui nous a contactés au début de la pandémie. Elle a sondé sa famille via Facebook parce que les familles sont extrêmement fragiles aussi. Cette école-là s'est rendue compte rapidement que souvent, ce n'était qu'un seul téléphone à l'intérieur de la famille avec des données personnelles. Eh bien, au lieu de dire on ne peut rien faire, continuité des apprentissages, il y a eu, sauf que cette école-là s'est rapidement mise en action. C'est-à-dire qu'elle a fait une analyse des besoins des familles et a littéralement vidé ses chariots d'appareils mobiles qui étaient dans la classe et la direction elle-même est allée les porter. Ensuite, se sont mises en branle des pourparlers avec des fournisseurs d'accès Internet. Alors, au lieu qu'on attende que tout ça vienne d'en haut, chacune de nos écoles dont les familles avaient des besoins, il y en a énormément et ça, c'est méconnu au privé. Ils ont littéralement vidé leurs chariots portables, sont allés les porter dans les familles pour que ça continue. Mais le réseau peut avoir cette réactivité-là. Si je peux même me permettre, on a des écoles qui ont débarré leur Wi-Fi et que les parents, lundi, allaient se stationner dans le stationnement de l'école pour tout télécharger, pour pouvoir faire imprimer ou avoir accès à des piles de dossiers déposés dans la cour d'école selon les niveaux. Donc, les solutions, elles existent. Elles existaient. On est en milieu rural. On a des écoles qui desservent des communautés autochtones aussi. Tout le monde a fait des ajustements pour la réussite des élèves. Le nombre de téléphones de la part des directions était très grand aussi pour faire des suivis, pour savoir. Il y a beaucoup d'écoles qui ont gardé aussi tout leur personnel non enseignant, 1 ou 2 personnes, juste pour faire des suivis et des accompagnements, pour s'assurer que tout le monde avait tout en main pour pouvoir faire une continuité pédagogique. Wow. Guillaume? Dans le fond, une des formes d'iniquité, effectivement, c'est les élèves à besoins particuliers qui ont des plans d'intervention et autres. Puis, justement, en déployant des intervenants, ça, c'est une des façons de faire. Il y a une autre forme plus subtile pour ramener les iniquités, c'est d'avoir des façons de faire qui sont standards. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont beaucoup de difficultés à s'organiser, mais qui n'ont pas nécessairement des difficultés scolaires. Puis ça, donc, pour pallier à ça, on a demandé justement, on a proposé aux écoles d'uniformiser leurs pratiques, d'avoir le plan de travail à un endroit précis, de communiquer avec les parents. Donc, on a donné un ensemble de stratégies, d'éléments, pas une checklist, mais des éléments à vérifier puis à tenir compte. Donc, mobiliser les parents. Vos élèves à difficulté, est-ce que vous communiquez régulièrement avec eux? Est-ce que vous avez des méthodes de travail que vous êtes capable d'expliquer qui sont simples pour qu'un élève soit plus préoccupé par sa matière que par la façon de se connecter à sa rencontre le matin. Donc ça, c'est une forme d'iniquité aussi là, qu'on surveille là, pour la rentrée. J'aurais envie là, de vous dire que dans le fond, le réseau privé, la seule chose qu'il a décidé de faire, puis tu sais, des fois, on se le cachera pas, c'est une question de survie parce que s'il n'y avait pas de continuité d'apprentissage, les parents, il y avait un bris des services, des contrats de services éducatifs, donc il n'y avait pas de rentrée d'argent. Mais ce que le privé a décidé de faire, puis faut pas penser que c'est l'argent qui a motivé la continuité des apprentissages, là. Écoutez, il y a plusieurs des directions que l'on accompagne et des enseignants qui ont travaillé des heures et des heures et des heures, là, quand on voit juste les courriels, à quelle heure ça rentrait. Dans le fond, là, le privé a décidé d'attendre que tout le monde soit prêt à embarquer dans le train pour partir le train. Le privé a décidé de partir le train à une vitesse qui permettait au plus grand nombre le temps de s'adapter, de rentrer dedans. Mais quand le train a roulé, ceux qui avaient été laissés derrière, le privé s'y attaquait tout de suite et les rentrait dedans, déployait tous les efforts. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup moins difficile, une fois qu'il y a quand même une base, d'aller chercher des élèves et de les entrer que d'attendre que, puis si on se ramène, admettons, en pédagogie avec une classe, là, d'attendre que tous les élèves soient devant nous, calmes pour commencer, c'est exactement la même chose. Fait que pendant que le train se mettait en marche, en même temps, on allait chercher les autres. Et comme il n'y avait pas d'examen,
Les élèves qui ont peut-être pris le train trop tard, ben ensuite, les directions ont formé des sous-groupes en visioconférence ou peu importe pour accompagner ces élèves-là. Fait que oui, il y a de la différenciation pédagogique qui s'est faite après avec des sous-groupes, mais pas avec l'entièreté du système de l'école. Fait que c'est ça qui est dommage. C'est que nos écoles maintenant ont des sous-groupes, ont des élèves bien ciblés desquels ils doivent s'occuper. Mais il y a quand même, je vous dirais, un volume qui a été fait. Puis c'est ça qui va leur permettre de survivre. Alors que ce que je sens peut-être qu'au réseau public pour le moment, c'est que là, c'est tout le train qu'il faut mettre en marche. Je ne sais pas si mon allégorie fait un peu de sens, là, si j'ai fait assez de nuances. Oui, ben dans le fond, effectivement, c'est ce qu'on a vu, les écoles démarraient. Puis là, on le voyait d'une semaine à l'autre, les directions se challengeaient. Elles disaient, ah oui, moi j'ai un taux de participation de temps. Mais pourquoi ils étaient capables de sortir les taux de participation? Parce qu'ils prenaient en note la participation des élèves, la remise des travaux. Ils étaient conscients aussi que ça pouvait être... Donc, ils connaissaient leurs élèves. Ça, c'est un élément clé. Puis j'ai parlé à des directions qui ont appelé systématiquement tous les élèves qui ne se connectaient pas. Puis ça, c'est un travail de direction qui ont été faites. Et des écoles, c'est des orthos, mais j'ai été impressionné par le nombre de directions qui passaient leur soirée à appeler les parents, les élèves. Puis la première question, c'était de s'occuper du bien-être aussi. Est-ce que tu as été capable de te connecter? Est-ce que ça revient dans ta famille? Est-ce qu'il y a des gens malades? Puis ça a ramené des taux. Les taux ont augmenté très rapidement. Donc, les premières semaines, là, on partait des 70 de participation. Puis on a des écoles, les dernières semaines, c'est 90-95 Ils ont documenté, ils ont fait un suivi intensif et ils ont maintenu l'idée de... Il y avait plein de messages contradictoires de tu passes ton année, c'est tes 2 premières étapes. Ils ont ramené beaucoup à oui, mais tu as une année, il y a l'année prochaine, il y a les apprentissages que tu dois faire, il y a la continuité, il y a le groupe, la gang, donc beaucoup d'enjeux psychosociaux, d'enseignement, d'apprentissage, plus que tu n'as pas besoin d'être là pour ton évaluation de fin d'année. Donc, c'est un tout, mais ça fait partie des éléments qui ont fait que beaucoup d'élèves sont rachetés en cours de route. Et j'ai le goût de... Nous, on est bien fatiguants avec ça, là, mais la suite nuagique, donc qu'on soit avec Office, qu'on soit avec Google, on privilégie toujours d'abord ces 2 choix-là pour des raisons de sécurité. Donc, au-delà de tous les outils qui existent, c'est certain qu'on met toujours... Excusez-moi, mon Google démarre à côté de moi. On privilégie d'abord et avant tout ces deux façons de faire là. Du côté éthique, d'une bonne utilisation du numérique, malheureusement, face à la pandémie, ça n'a pas été un choix. Nécessairement, il a fallu que tout le monde s'y plonge. C'est plus nous, en s'attaquant, puis mes collègues pourront confirmer ou infirmer, en s'attaquant aux pratiques pédagogiques, en regardant les pratiques pédagogiques en place, qu'on peut s'assurer ensuite que les outils numériques sont utilisés à bon escient ensuite. Donc, c'est pour ça que pour nous, juste faire du clic, ça répond pas aux besoins parce que je peux vendre tout le clic de la terre, mais si je suis pas certaine des stratégies pédagogiques en dessous, le clic ne répondra jamais réellement aux besoins. Donc, ça a été vraiment, là, c'est pour ça qu'on développe toujours les 2 en parallèle. Guillaume? Et puis... dans le fond, le premier élément qu'on a dit, je me suis mis à la semaine 1, on a dit, peu importe, lancez-vous pas dans plein de plateformes, restez dans ce que vous avez déjà. Donc, il y a déjà des bons réflexes qui étaient établis dans des écoles. Il y a des écoles, vous êtes dans un environnement Google, Microsoft, vous êtes dans des environnements fermés, donc nécessairement, vous avez un certain contrôle. Il n'y a pas personne à l'extérieur. Donc, quand on parle de suite, justement, l'avantage Microsoft et autres, les gens sont identifiés, donc les jeunes sont identifiés entre eux, c'est fermé. Donc, ça, c'est un élément. Certaines écoles n'avaient pas de suite nuagique. On les a orientés rapidement. Ils ont utilisé leur portail scolaire que la plupart des écoles ont déjà, mais on a commencé par des environnements fermés avant de travailler sur d'autres solutions. Donc, les enjeux éthiques n'étaient pas différents avant ou après la COVID, c'est-à-dire le portail scolaire avant ou après la COVID, il n'y a pas d'impact par rapport à ça. La seule différence, c'est la quantité d'interaction qui se passe, qui a augmenté de façon drastique, justement. Donc, ça fait partie de ces éléments-là. Puis ensuite, bien évidemment, au point de vue technologique, bien là, on a proposé des façons de faire. Puis, si chaque moyen est identifié à comment est-ce que je communique avec mes élèves, comment je récupère mes travaux et autres, mais l'outil est associé à un moyen, puis il y a une intention pédagogique, il y a beaucoup moins de chances que ça dérape. C'est pas juste aller là-dessus, on va avoir du plaisir. Ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Donc, il y a une forme quand même de continuité qui s'est faite parce que
on a misé sur les outils qui étaient en place. Le danger, c'était de se disperser et de dire, ça le fait mieux. Non, on va le faire dans l'environnement fermé. Donc, ça faisait partie aussi de nos stratégies de ne pas recommander différents outils externes parce que on éparpillait notre monde. Ça a été une bonne occasion aussi de faire de l'éducation aux médias puis au numérique avec les élèves qui sont pas nécessairement habitués de travailler avec des outils numériques au quotidien pour leur dire, tu sais, le numérique, ça laisse des traces. Oui. Une capture d'écran, ça se prend rapidement. Donc, tout passé par le numérique. Tu sais, c'est fait habituellement en classe. Maintenant, tout passé par le numérique. Fait que ça a été une bonne occasion aussi de faire de l'éducation numérique à nos élèves pour leur dire notamment que le numérique laisse toujours des traces. Et on a dû faire de l'éducation aussi avec les enseignants en disant, écoutez, moi, j'ai peur d'être en visioconférence, un élève va mal se comporter. Si un élève est capable de faire une capture d'écran, un enseignant est également capable de documenter pour informer les parents du mauvais comportement de son enfant en visioconférence. Le numérique laisse des traces pour tout le monde. Puis ensuite, pour s'assurer, quand on posait la question de direction, est-ce que le numérique est utilisé à bon escient? Demandez aux enseignants de vous présenter les traces qu'ils ont exigées des élèves. Alors, d'ouvrir le portfolio ou d'ouvrir le Google Classroom, les traces que l'élève doit déposer sont garantes, dans le fond, de ce qui est fait avec le numérique. Si l'élève n'a absolument rien à déposer, à quoi les visioconférences ont-elles servi dans ce cas-là? Alors, voyez-vous, il y a des moyens d'aller le faire et c'est pour ça qu'on a beaucoup accompagné nos directions en pédagogie sur qu'est-ce qu'une bonne trace. Quand ton enseignant de mathématiques d'univers social ou quand ton enseignant de première année te présente une trace, est-ce que tu es capable de réfléchir en tant que leader pédagogique en amont quelles ont probablement été les actions pédagogiques qui ont mené à ce dépôt de traces-là? Et ça, c'est révélateur de ce qui a été fait fort probablement avec le numérique d'abord. Fait qu'on peut rapidement voir que, par exemple, un enseignant qui dira à sa direction, voici, alors moi, je te présente le dossier d'une maison d'édition et voici, tous les élèves ont rempli tous les exercices en ligne. Là, rapidement, on sait que cet enseignant-là, il est dans le bas du SAMR, c'est-à-dire que lui n'enseigne pas. Il va se fier à des exercices en ligne qui font simplement dire si le travail a été fait. Est-ce qu'il y a eu une vraie rétention? On ne le sait pas. Fait que c'est tout ça qu'on est capable de voir. Ou, par exemple, des parents du primaire qui vont simplement prendre en photo toutes les pages de cahiers qui ont été faites. Donc, alors à ce moment-là, encore une fois, le numérique est utilisé simplement pour donner du frontal, non peut-être pas pour amener l'élève à réfléchir. Fait qu'on analyse les traces. On analyse beaucoup, finalement. Si je peux me permettre, tout à l'heure, on vous a dit on est dans la préparation de l'année prochaine. Nos directions aussi. Ceux pour qui les chartes d'utilisation du numérique n'étaient pas nécessairement bien définies ou pas nécessairement mises à jour, là, ils se penchent très sérieusement à vraiment que ça soit intégré, ça fasse partie, par exemple, de leur règlement, qu'il y ait déjà un enseignement qui va être systématique. On met en place aussi un développement des compétences numériques auprès, notamment du côté du secondaire, des 6e années qui vont arriver de plein d'écoles autour. Donc, on est un peu en train de restructurer. Ils ont été capables de voir quels étaient leurs angles morts, notamment avec la technologie, pour ensuite préparer l'accueil l'année prochaine, parce qu'on le sait, il va y avoir une deuxième vague. On va possiblement se retrouver tout le monde à la maison. Le ministère a demandé un plan clairement établi, un plan d'action. Je pense que les directions l'ont pris au sérieux et sont vraiment déjà en train de l'établir. Quel sera ce plan-là et comment on va s'assurer que dès la deuxième journée, possiblement, tout le monde est fonctionnel pour continuer à partir de la maison. Donc, nécessairement, la pandémie a amené une réflexion aussi sur les pratiques qu'on avait parce que tout ce qu'on prenait peut-être pour acquis, là, les angles morts, les points faibles sont ressortis pendant la pandémie. Donc là, il y a un plan pour pouvoir faire un redressement sur certains de leurs points faibles. Okay, Guillaume? Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'incident, mais la réalité, c'est qu'au point de vue éthique, il y en a eu des incidents, là, mais on s'entend, mais le point de vue éthique, je pense que c'était surtout une préoccupation plus qu'un élément majeur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants au début qui disaient « Oui, si je me présente, les jeunes vont me filmer, ils vont modifier mon image et autres. » Il n'y en a pas eu plus avec la COVID qu'avant. Donc, ça indique que oui, il y a des enjeux éthiques, oui, il faut éduquer les jeunes, mais en pratique, c'est pas un élément qui a causé des problèmes majeurs dans le cadre de la COVID.
Par contre, dès nos premières présentations, dès le premier essai en direct, on a modulé, on a modelé un peu en indiquant, bien, regardez, voici, on va vous donner, quand vous faites une visioconférence, voici les règles d'interaction. Donc, on a enseigné rapidement aux enseignants, voici, si vous faites une visioconférence, commencez votre visioconférence en annonçant les règles d'interaction. Ayez un but pédagogique aussi. Donc, quand il y a des dérapages, généralement, c'est parce que la rencontre ou l'activité ne fait pas de sens pour le jeune ou il n'y a pas de but pédagogique en arrière de ça. C'est là qu'on va se retrouver avec des problèmes. Et la réalité, c'est que c'est pas différent d'une gestion de classe. Si je fais un cours qui est pas pertinent, mes élèves vont déranger plus. Donc, c'est pas différent du numérique. Les enseignants s'en sont rendus compte assez rapidement. Donc, oui, il y avait des craintes au point de vue de l'utilisation technologique, mais en pratique, ça n'a pas été très différent de ce qui se vivait en classe. L'avantage, c'est qu'on a quand même pu surfer sur une demi-année qui avait déjà été établie. Donc, il y a des routines qui ont été établies, qu'il a fallu ajuster. Il y a un lien de confiance qui a été établi. Puis le défi, ça va être vraiment à la prochaine rentrée de comment est-ce qu'on va construire justement ces liens-là, comment est-ce qu'on va être capable d'avoir une bonne éthique de fonctionnement avec les outils technologiques. Ça, c'est sûr que ça va être une question pour la rentrée. Il y a eu quelques écoles, puis curieusement, c'est des grappes, c'est-à-dire que c'est pas un enseignant dans quelques écoles. Souvent, c'est quelques enseignantes ou quelques enseignants qui, ensemble, en discutant, en arrivent à, oui, on a une crainte. Puis c'est là qu'on s'aperçoit que c'est souvent dans les milieux où l'implantation a été moins faite ou qu'il n'y a pas d'expérience. Il y a des milieux où il y a des directions qui ont carrément été obligées de dire, ben tu le fais ou tu ne travailles plus. Puis c'est au départ. Mais une fois que la barrière est franchie, que ça fait 1 ou 2 cours que ces enseignantes-là ont donné, ben ça va bien. Puis ça fonctionne. Donc, souvent, c'est une méconnaissance. C'est des choses que j'avais vécues, moi, il y a une 12aine d'années, quand j'avais fait de l'implantation dans une école. Il y avait beaucoup de craintes, mais une fois qu'on est plongé, ça finit par bien aller, puis les incidents sont très isolés. Donc, oui, il y en a eu, mais c'est pas une majorité, là. Nos écoles qui avaient des cultures d'apprentissage très, très fortes, là, ont rapidement été capables de rallier. Nos écoles qui ont des cultures d'apprentissage très fortes, elles ont un leadership pédagogique très fort, quelqu'un qui est capable de rallier. Les écoles dans lesquelles on a eu des grappes de résistance comme ça, littéralement, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans les années précédentes, beaucoup trop de choses avaient été tolérées et un discours peu rassembleur au niveau pédagogique n'avait pas été implanté. Parce que nos écoles dont la culture d'apprentissage était forte, rapidement, ces enseignants-là qui étaient des grappes ont été obligés de se rallier à la culture d'apprentissage en disant l'apprentissage et la réussite scolaire comptent plus que tout. Donc, je vais passer par-dessus mon inconfort. Et souvent, les directions étaient présentes avec elles lors des premières visioconférences aussi. Fait que voyez-vous, tous les faits qui ont été travaillés des années avant. Et là, c'est sûr et certain que de déconstruire, moi, c'est mon droit, parce que, tu sais, on va être honnête, là, le droit d'auteur dans une vision en ligne, c'est complètement... ce n'est pas une excuse qui est valable là. Au niveau professionnel. Ça camoufle, ça cache autre chose. Et ça, c'est des discussions qu'on a eu à avoir avec nos directions. Et on a beaucoup de directions qui nous ont dit, je vais devoir, dès l'année prochaine, asseoir mon leadership pédagogique d'une façon complètement différente pour m'assurer que tout le monde est rallié à la cause. Et on a des directions qui nous ont même parlé dorénavant de l'embauche des nouveaux enseignants au sein de leur milieu. Ils nous en ont parlé. Parce que développer les compétences numériques d'un enseignant, c'est possible, mais changer une mentalité, ça, c'est beaucoup, ça, c'est très, 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 très différent. Puis au niveau du numérique pratico-pratique, je vais surtout parler pour le primaire parce que secondaire, souvent, les élèves sont un peu plus autonomes là, à la maison. Mais au primaire, on a beaucoup d'écoles qui vont, dans les journées pédagogiques, avant même que les enfants entrent, faire des formations en ligne pour les parents qui ne maîtrisent pas les outils technopédagogiques qui seront utilisés. Alors, pour s'assurer que tous les parents, dès le début de l'année, soient formés et ils vont, puis ça, c'est un message très fort que l'équipe passe, toutes nos écoles n'abandonneront pas les stratégies de télétravail, de travail à distance qui ont été implantées. Dans certains milieux, ça va se traduire par une journée carboneutre, par une journée tempête de neige qui sera faite à distance, mais simplement pour que les habitudes de télétravail demeurent, pour, dans le fond, garder un certain entraînement. Mais la culture d'apprentissage ou la culture syndicale d'une école, a joué beaucoup. Et il y en a qui ont dû faire comme Guillaume, qui ont dû aller avec des lettres disciplinaires.
Là, je vais passer à ma prochaine question qui est à propos des leçons apprises. Alors, quelles étaient les leçons apprises durant cette phase-là? Ah, ben mon Dieu, vous pourriez écouter notre dernier récit en direct. France, est-ce que tu veux présenter les leçons que l'on a apprises? Il y en avait quatre grands thèmes. Oui, en fait, la première leçon, tu sais quoi, je vais même réouvrir le document qu'on avait. Oh, on peut peut-être y aller chacun avec le point qu'on a présenté. Fait qu'écoute, présente ton point, je parlerai du mien en deuxième, Guillaume. Mon Dieu, j'ai comme... On a perdu Benjamin. Benjamin revient. On va le retrouver. C'est pas un souci. Moi, dans le fond, j'avais parlé de la culture, de l'importance de développer la culture d'apprentissage. On a souvent certains élèves qui apprennent seulement pour une évaluation ou qui apprennent seulement parce qu'on les a obligés à le faire. Donc, c'est de prendre le temps dans notre école d'établir cette culture d'apprentissage-là qui va permettre ensuite que les élèves, peu importe la situation dans laquelle on est, que les élèves souhaitent apprendre et continuer d'apprendre pour le plaisir d'apprendre et pour le bien-être qu'on reçoit en apprenant. Mais établir cette culture d'apprentissage-là, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut mettre des éléments en place. Et puis, il faut pas juste convaincre les élèves, il faut convaincre les parents qui ont jamais évolué dans ce type de culture-là. Et parfois, certains enseignants aussi, pour qui l'appât de l'examen, notamment du ministère, du côté du secondaire, est très, très important et que l'ensemble de leurs cours tourne autour de ces évaluations-là. Donc, c'est vraiment peut-être de changer la culture qui est au niveau de la performance scolaire pour aller beaucoup plus vers l'apprentissage. Les garants, puis là, on est en train de vous résumer notre essai en direct. Les garants de cette culture d'apprentissage-là, ce sont nos leaders pédagogiques, donc les directions d'école. Alors, des leçons que l'on a tirées de tout ce que l'on a vu des accompagnements avec les directions et avec les enseignants, c'est que les directions doivent demeurer très, très ferrées au niveau pédagogique. La raison en est fort simple, c'est que ce sont elles qui vont devoir analyser les traces qui ont été recueillies par les enseignants en temps d'enseignement à distance parce que éventuellement, ce sont elles qui vont donner la sanction des études, qui vont aller réviser les bulletins. Donc, le rôle du leader pédagogique n'est pas seulement un rôle d'administrateur, mais il est vraiment un rôle de leadership pédagogique, d'être capable de rendre visibles les bonnes pratiques qui vont avoir un impact justement sur la culture d'apprentissage. Et tout ça, ça s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que on a réalisé que nos leaders, nos écoles qui avaient le plus de difficultés, c'était quand nos leaders, depuis des années, offraient toutes des formations à la carte de façon constellaire sans qu'on sente vraiment qu'il y avait une directive pédagogique très claire. Alors, ça va demander l'année prochaine d'analyser son équipe, d'identifier qui sont les piliers pédagogiques, qui sont les piliers au niveau du numérique. Et des fois, l'enseignant qui rayonne le plus au niveau du numérique sur les réseaux sociaux n'est pas le garant de bonnes pratiques pédagogiques. Alors, d'être capable d'identifier ces deux piliers-là pour dresser un portrait de son équipe. Alors, qui a besoin de quel type de formation parce que c'est vers ça que notre équipe s'en va et de sentir qu'il y a vraiment un capitaine à la barre du bateau. Pour qu'ensuite, justement, quand on attrape des groupuscules, comme on parlait tantôt, ben ça fait en sorte que la masse va venir chercher ces groupuscules-là pour les embarquer dans le train, alors que le train s'est déjà mis en route. Et l'autorité pédagogique du leader ne sera pas constamment contestée alors qu'on est en situation de crise et que c'est pas de ça dont on a besoin. Ensuite, leçon apprise, d'accorder du temps à son personnel en tant que leader pédagogique, de faire en sorte que les journées pédagogiques soient bien animées. Non pas nécessairement toujours de la part de personnes externes, mais soient bien animées à l'interne avec une vision pédagogique qui est claire et que les enseignants entre eux puissent s'inspirer les uns les autres pour justement avoir cet effet d'esprit-là d'entraînement avec les groupuscules. Donc, on a plusieurs de nos directions qui nous ont dit que les journées de la rentrée vont servir à l'arrimage pédagogique dont Benjamin va te parler tantôt, au lieu d'aller rajouter des couches de formation. Fait qu'une grosse analyse de besoins. Ce qui a amené justement, quand on parlait de piliers pédagogiques puis piliers numériques, ben d'aller développer tous les piliers numériques, puis là, ben c'est Guillaume. Oui, parce qu'on s'est aperçu au point de vue technologique, c'est pas toutes les écoles qui étaient égales. Là. On l'a dit tantôt, là, les écoles qui avaient déployé des suites nuagiques là, ou qui s'étaient déjà intégrées ont eu une longueur d'avance. Donc ça, c'est un élément donc à développer ou
en tout cas à maintenir pour certaines écoles. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que les écoles, que les enseignants utilisaient la suite nuagique entre eux pour échanger des fichiers ou pour fonctionner au quotidien, c'est beaucoup plus facile après ça de le transférer avec l'utilisation des élèves. Donc, ça, c'est un élément qu'on a constaté. Donc, en tant qu'école, si on va être mieux préparé dans les leçons tirées, bien, au moins commencer par utiliser entre nous des façons efficaces de travailler, puis de pas laisser les enseignants se disperser. Puis ensuite, ben, c'est de prendre la suite nuagique puis d'y aller avec qu'est-ce que j'ai de besoin du point de vue pédagogique. Est-ce que je suis capable de faire des visioconférences? Est-ce que je suis capable de transmettre des informations à mes élèves? Est-ce que je suis capable de récupérer ces informations-là? Puis comment est-ce que je le fais? Puis en uniformisant le plus possible ces façons de faire là. On a vu des écoles qui s'étaient dispersées, qui utilisaient un peu de Google, un peu de Microsoft, un peu de Moodle, un site à gauche, un site à droite. Ça fait que c'est pas efficient. Donc, l'idée, c'est vraiment de ramener, quitte à piler un peu sur le sacro-saint autonomie professionnelle. Il y a une autonomie professionnelle en termes de contenu, de façon de faire, mais pas en termes d'outils. Il faut que les outils soient le plus uniformes possible. Ça, c'est une leçon là, qu'on veut livrer aux écoles. Ensuite, oui, je vais juste faire un point avec ça avant que tu passes à Benjamin, parce que ce dont, par rapport à cette efficience-là, un point qu'on a passé à nos leaders pédagogiques, arrêter de tolérer des pratiques numériques qui sont inefficaces ou des pratiques pédagogiques inefficaces, parce qu'ensuite, ça crée un épuisement professionnel chez vos enseignants parce qu'ils ne travaillent pas bien et que vous le tolérez. Et cet épuisement professionnel-là fait que c'est vous qui devez gérer ensuite, parce que ça se traduit par de l'absentéisme. Fait que ça, de le dire aux directions, à chaque fois que vous tolérez, là, je vais voler l'expression de Benjamin, c'est de la fausse bienveillance. Parce que ensuite, vous les précipitez dans le gouffre parce qu'ils sont toujours en train de nager à petits chiens au lieu d'être efficients. Fait que ça fait le point avec ça. Puis il y a un autre élément aussi, on s'est aperçu, dans les écoles, dans le fond, il y a deux piliers qui sont la pédagogie et la technologie. Puis il y a certaines écoles qui se reposent beaucoup sur leurs techniciens. Les techniciens sont pas formés en pédagogie et le problème, c'est qu'ils ont tendance, on l'a vu dans certaines écoles, ils ont tendance à vouloir répliquer le modèle d'enseignement en classe à l'enseignement à distance, puis les solutions arrivent là. Donc, c'est de s'assurer d'avoir, oui, du soutien technologique, mais d'avoir quelqu'un qui a une vision pédagogique, ou ce qu'on appelle un technopédagogue. Des fois, c'est un conseiller pédagogique, des fois, c'est un directeur qui l'a dans sa tâche, des fois, c'est un enseignant qui est libéré, mais de s'assurer que le technicien s'occupe vraiment du technique, puis que le technopédagogue s'occupe vraiment de la pédagogie, puis que ça communique bien, que les besoins, puis ce qui est offert est en adéquation. On a vu des écoles se lancer dans des achats là, de matériel très complexe pour reproduire les salles de classe, alors que le besoin n'était pas là. Donc ça fait partie des leçons qu'on a tirées. Là. Donc de prendre le temps de discuter pour que les services techniques soient vraiment au service de la pédagogie et non pas qu'on se retourne vers la technologie puis qu'ils nous donnent les réponses immédiatement. Benjamin? Et la dernière, c'est vraiment, tu sais, de toute la culture d'apprentissage que France a expliqué, c'est de la partager, de l'expliquer aux parents. Puis, tu sais, en fait, la dernière leçon, c'est que les écoles qui ont pris le temps d'expliquer non pas juste un peu là, ce qu'on appelle la poutine du numérique, de comment se connecter en visio, comment aller se connecter sur la suite, mais vraiment, tu sais, c'est quoi la vision de l'apprentissage à notre école, c'est quoi apprendre en mathématiques, c'est quoi apprendre en français, c'est quoi les stratégies qu'on vient mobiliser pour aider les élèves. Fait que les écoles qui ont pris le temps d'expliquer la culture d'apprentissage, la vision, les stratégies, avaient finalement à la maison de puissants agents motivationnels et de réussite scolaire qui étaient capables d'aider leurs enfants, parce que tu sais, les parents n'ont pas vécu la même école que tu sais, l'école qu'on a actuellement. Fait que tu sais, c'est vraiment important de prendre le temps d'expliquer aux parents la vision, les façons de faire, puis après ça devient un puissant allié. C'est les écoles qui ont eu un taux de participation le plus stable, ou est-ce qu'il n'y a pas eu tant d'effet de démotivation après un mois et demi d'accompagnement, d'expliquer le rôle, la mission des parents, puis les parents au quotidien étaient capables d'expliquer aux élèves les stratégies, de leur mettre des buts, c'est-à-dire que tu apprends pour toi. Fait que c'est vraiment ça que une des grandes leçons aussi là, de la COVID.
J'ai le goût de faire du pouce un peu là, sur ce que Benjamin a dit. Ce qu'on a remarqué aussi, peut-être plus du côté du secondaire, surtout notamment avec le fait qu'en 4e et en 5e secondaire, là, les dernières directives ministérielles demandaient des pourcentages. Les enseignants se sentaient beaucoup plus outillés et beaucoup plus à l'aise de poser le jugement professionnel quand la direction en amont avait déjà informé les parents de ce que c'était la culture d'apprentissage et de ce que c'était le jugement professionnel. Donc, il y a eu beaucoup moins d'hésitation à poser le jugement professionnel parce que les enseignants se sentaient appuyés par la direction, donc ils se sentaient plus à l'aise justement de faire le fameux jugement à l'aide de traces qui étaient signifiantes. Donc, juste d'utiliser les bons mots pour dire aux parents, voici comment sera composé le résultat scolaire, ça a fait beaucoup baisser la tension là, par rapport à tout ça. Donc, c'est certain que quand on parlait de monter les 2 piles, Guillaume a parlé de la pile technologique. Du côté de la pile pédagogique, c'est vraiment de miser sur des tâches de compétences complexes, puis de soutenir les enseignants en département ou en équipe qui développent aussi des grilles d'évaluation, des outils de rétroaction pour mieux soutenir les élèves. Pour l'année prochaine, ça fait partie des objectifs de formation. Une question qui vient de, je pense, quand on parle du secondaire, est-ce que les enseignantes avaient des attentes de leurs étudiants, du fait qu'ils sont au secondaire et puis ils sont plus à l'aise avec la technologie? Alors, oui, vas-y, France. C'est là que j'ai le goût de dire qu'ils ont tous ces attentes-là, mais que la première chose qu'on leur dit, c'est qu'ils sont très bons pour être sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Toutefois, la méthodologie, des méthodes de travail, ce sont des choses qu'on doit enseigner. C'est pas quelque chose qui est inné. Puis même au début de la pandémie, il y a plusieurs écoles qui ont réalisé que juste même expliquer l'environnement physique de travail était important. Donc, on se dit souvent entre nous, ne jamais sous-estimer ou ne jamais surestimer, ne jamais rien prendre pour acquis. Et en ce moment, ce sont des devoirs que les directions sont en train de voir. On prenait pour acquis qu'ils étaient habiles. Mais attention, on a réalisé que, donc, on est en train de revoir aussi toute la formation des élèves là, de la première à la 5e secondaire. Parce qu'en effet, ils sont habitués d'avoir de la technologie, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont efficients et efficaces avec la technologie. Absolument. Les écoles ont demandé beaucoup de rétroaction à leur milieu en leur envoyant des Google formulaires. Et encore une fois, elles ont toujours su analyser les traces reçues pour ensuite de ça réagir. Ce qui fait que c'est justement pour ça que France est capable de le dire, parce que les parents des élèves du secondaire réalisaient que leurs enfants n'avaient aucune méthode de travail quoi que ce soit et ils étaient à même de le constater dans la maison. Mais c'est parce que l'école avait posé la question, avait sondé. Alors, et c'est là où on est capable de se réajuster. Il faut aller chercher sa matière première, il faut poser des questions. Sinon, on n'est pas capable de se réajuster. Oui, parce que la question du mythe de Digital Natives et puis Digital Immigrants, c'est tellement ancré dans la tête de plusieurs que là, c'est comme une autre opportunité pour vraiment retravailler ça et puis réexpliquer à tout le monde que c'est pas parce qu'ils sont nés durant cette période-là que ça veut dire qu'ils peuvent travailler avec la technologie et puis apprendre avec la technologie. C'est en me donner un like sur Instagram puis aller voir ta boîte courriel. Là, il y a beaucoup de parents qui ont, puis de enseignants qui ont été surpris que juste aller voir des fois sa boîte courriel là, pour certains élèves. De quoi tu parles? Une boîte courriel? Pratique. Ouais, même si je peux me permettre, il y a même des, à travers les difficultés des enseignants, que ce soit même pour nommer un dossier convenablement, organiser son espace nuagique. Quand l'enseignant a ces difficultés-là, les élèves ont les mêmes. Il n'y a aucune chance qu'il ait été capable de transmettre cette connaissance-là. Puis au-delà, je pense qu'on a envoyé un message clair. L'autonomie professionnelle, il faut le mettre de côté. Donc, quelle sera la méthode enseignée dans toute votre école pour nommer des dossiers? Qu'est-ce que vous allez faire de façon commune? Donc, arrêtez de travailler en silo pour vraiment développer des compétences communes et développer des habitudes de travail, des stratégies qui vont devenir plus efficaces et qui vont pouvoir passer d'un niveau à l'autre, d'une matière à l'autre aussi. Absolument. Parce que ça a été un irritant qui a été nommé dans beaucoup de nos écoles, que chaque enseignant fonctionnait, pas dans beaucoup de nos écoles, mais ça a été un des points faibles, je pense, un peu partout au Québec. Tout ce qui n'avait pas été bougé en bloc, toute l'école ensemble, ça a été un irritant pour les parents et pour les élèves. C'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver.
c'est un danger pour la rentrée parce qu'il y a des enseignants qui ont surfé sur des mauvaises pratiques parce qu'ils avaient établi depuis le début de l'année. Puisqu'on a demandé aux directions, OK, imaginez un élève qui arrive, qui ne connaît pas l'enseignant, qui ne connaît pas les méthodologies de cet enseignant-là, est-ce qu'il est capable de se débrouiller? Pas tout le temps, vraiment pas souvent. Donc là, on a demandé, il faut reprendre le point de vue élève, puis avoir, du point de vue élève, qu'est-ce qu'il doit savoir, qui lui montre quoi, à quel moment, et s'assurer d'être fonctionnel rapidement. Puis c'est impossible d'être de montrer 3-4 plateformes différentes. Malheureusement, il y en a qui ont réussi à finir l'année avec plusieurs plateformes, mais on sait que ça fonctionnera pas pour la rentrée. Les enseignants il y a des endroits où il y a des enseignants qui ont dû prendre le relais d'autres enseignants, mais tout réapprendre ces méthodes-là, s'il n'y a pas une forme d'uniformité, là, on se retrouve avec beaucoup de problèmes, puis beaucoup de gestion, puis beaucoup de temps perdu pour des choses qui ne sont pas pédagogiques. C'était quand même une situation d'urgence au départ. Donc, le premier réflexe, c'est de dire, là, vous n'êtes peut-être pas efficace, mais changez pas vos certains éléments de travail, mais on va y penser en cours de route. L'enseignant, par exemple, qui était sur une plateforme, par exemple sur Moodle, il fallait pas qu'il change de plateforme au début de la pandémie. Donc, on a distingué bien la phase d'urgence de la phase d'enseignement à distance. La phase d'urgence est passée, fait que là, il faut vraiment réfléchir à ce que la phase d'urgence soit le plus uniforme possible. OK. Recommandation pour les autres équipes est de 1, ne pas attendre que les directives arrivent d'en haut pour se mettre en action parce qu'il est déjà trop tard. Et là, on se retrouve avec le nez tellement collé dessus que ça fait en sorte qu'on doit réagir dans l'urgence. Donc, de déjà maintenant que les équipes arrêtent de dire « faut que j'attende que ça vienne d'en haut », ça fait pas partie de mes tâches. Fait que ça, c'est 2 choses. Arrêtez de dire que ça fait pas partie de vos tâches. De toute façon, ça va finir par tomber sur votre bureau. Puis deuxièmement, arrêtez d'attendre que ça vienne d'en haut parce que quand ça va arriver d'en haut, ça va pas arriver d'en haut, ça va vous tomber dessus. Donc, acceptez temporairement de travailler autrement et de revoir vos tâches en ne pensant pas que vous faites plaisir à votre organisation, que vous êtes bonasse. C'est à vous d'abord et avant tout que vous êtes en train de rendre service. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de travailler mieux et vous êtes en train de voir venir. Fait que ça, ce serait mes 2 premières recommandations, d'abord et avant tout. Je pense qu'une des recommandations, ça serait d'avoir, puis Maud l'a bien nommé, là, d'avoir un volume assez élevé pour faire l'analyse de besoins. T'sais, nous autres, tout reposait sur les discussions qu'on avait, les accompagnements qu'on faisait avec les écoles, mais aussi, surtout, toutes les tables de direction primaire, secondaire. C'est en ayant du volume, puis que tu es capable d'avoir, de discriminer c'est quoi les vrais besoins, puis les besoins les plus urgents, de peut-être des besoins qui sont plus constellaires, anecdotiques, qui émanent peut-être plus d'une crainte, d'une insécurité. Fait que c'est vraiment de se doter des plateformes, j'ai nommé le mot plateforme, là, mais des occasions que l'organisation peut avoir de vraiment avoir un moment d'échange juste sur les besoins puis sur les préoccupations des gens, que ça peut se faire, oui, par un sondage, mais nous, honnêtement, d'avoir juste là la rencontre, il y a tellement de choses que tu lis dans l'informel, dans les non-dits, qu'est-ce qu'il dit entre les lignes, que vraiment toute notre... Je pense qu'on était capable de donner des bons accompagnements parce qu'on avait en place des structures d'analyse de besoins qui nous permettaient de toujours savoir, OK, cette semaine, il faut aller dans cet angle-là, ils sont rendus là. Mettons, Guillaume, là, ce qu'il disait sur quand il y a eu l'annonce ministérielle du retour en classe au primaire, à la base, on avait prévu un accompagnement sur la différenciation pédagogique. Puis, en parlant aux directions, t'es comme, OK, ils sont vraiment pas rendus là. Si on parle de tout ça, on va complètement les perdre. C'est pas le besoin n'est pas là. Fait que, surtout, si t'es seul dans ton Teaching Learning Center, si t'es comme tout seul à être Instructional Designer, il faut que tu arrives à te doter d'une structure qui permet d'avoir tout le temps une analyse de besoins qui est quand même assez fluide pour être capable d'être réactif, de t'adapter toujours aux besoins, surtout en temps de crise, quand les besoins changent vraiment souvent et rapidement. Pas en temps de crise, ce cycle-là, il est peut-être un petit peu plus lent, mais en temps de crise, il faut vraiment que tu aies une plateforme qui te permette d'aller tout de suite extraire l'ADN des besoins des gens, sinon tu développes du stock qui va peut-être même pas répondre aux besoins des gens. Ça serait ça ma recommandation. Ouais. France?
De mon côté, je pense que ma recommandation, ce serait ce qui, je pense, nous permet d'être très agile, c'est que on a vraiment mis de côté notre autonomie professionnelle au profit du groupe. On est les 4 ensemble, que peu importe qui va prendre la parole, tout le monde là représente le récit au complet. Donc, il n'y a pas une personne qui est plus de l'avant que les autres. Tout le monde, qu'on travaille soit dans l'ombre pour cette fois-là, en avant la fois d'après. Tout ça, ça n'a pas d'importance à l'intérieur de notre équipe et ça fait qu'on devient très agile rapidement. Maude l'a dit, il a fallu qu'on se divise à certains moments selon nos forces. Ben, tout appartient au récit et tout ce qui est construit représente le récit. On se le présente, mais ça nous permet aussi de cette façon-là d'avoir un pas de recul et de recevoir de la rétroaction de nos collègues. Parce que c'est ce qu'on réalise, parce que comme ça, au moins, quand on présente ce qu'on a fait aux autres, on a une rétroaction, puis là, on retombe en co-construction. Mais ça nous permet d'avoir justement ce pas de recul-là. Donc, possiblement que dans une rencontre de direction tout à l'heure, oui, je vais prendre la parole, mais peut-être que mes collègues vont m'avoir envoyé plein de phrases aussi importantes sur lesquelles je dois revenir avec eux parce que eux ont assisté à d'autres rencontres et vont donner une expertise là, qu'ils vont avoir là, eu auparavant. Donc, c'est vraiment de mettre de côté l'autonomie professionnelle pour vraiment la collaboration et que ça soit super efficace rapidement, là. Je vais faire du pouce avec ce que France dit. Là. Je pense que c'est une particulière force de notre équipe. Puis, je vais dire un terme qui est particulièrement galvaudé, mais on a une très bonne, je pense, synergie. C'est vraiment ça qui est important. Puis, la culture qu'on a en place d'être capable de se donner de la rétroaction, puis d'être capable de se donner de la rétroaction sans que ça soit perçu comme une attaque personnelle, sans que ça soit perçu comme quelque chose de négatif, pour tout le temps, nous, à être toujours s'améliorer. Tu sais, quand on est sur la scène, on est toujours, on est toujours, on a une unicité, on a un message, mais dans nos rencontres ensemble, les quatre, des fois, comme en arrière de la scène, des fois là, comme les différentes perspectives, des fois des fois on se dit, ok, là, faut comme juste prendre un arrêt parce que on est comme, on est trop dans la haute voltige, mais ultimement, on le sait toujours que c'est jamais personnel, on sait qu'on est 4 personnes qui s'apprécient beaucoup, puis ça a l'air des fois anecdotique, mais ça rentre en ligne de compte aussi, là, fait que d'avoir cette synergie-là, si tu travailles en équipe, ça aide vraiment, puis d'avoir une culture où la rétroaction puis le professionnalisme prend le dessus de l'attaque personnelle ou d'être vu comme quelque chose qui est négatif, là, ça nous aide toujours, même nous-mêmes, à s'auto-administrer une espèce de culture de toujours être meilleur, toujours en apprendre, toujours... On se tire tous vers le haut. C'est vraiment important. C'est un peu cliché, là, mais ça aide beaucoup. Excuse-moi, c'est aussi arrivé que en formation, les autres assistent à micro et à caméra fermée juste pour donner une rétroaction ou juste pour entendre le propos de façon à ce que la fois d'après, quelqu'un d'autre le redonne, mais qu'on ait vraiment toujours ce même message uniforme qui passe là. Et on participe à nos formations un de l'autre. Oui. Ce qui permet d'avoir une rétroaction aussi rapide sur ce qu'on a fait, là. Donc, je pense que cette collégialité-là là, est super importante. J'aurais aimé finir avec le mot de Benjamin, mais je vais y aller avec quelque chose de plus pointu, plus technique. C'est souvent mon angle dans mon cas, là. C'est mon côté complémentaire à l'équipe. Des fois, on arrive avec des demandes techniques très, très pointues qui pourraient nécessiter un après-midi de recherche pour des éléments. Puis ça, on l'a vu beaucoup sur les réseaux, là, des gens qui cherchent des solutions pour des éléments très, très pointus, alors que les réponses vont soit venir. Là. Tu sais, je sais qu'au début, il y avait des questions très pointues sur Zoom, ces choses-là. Des fois, on attend 24 heures sur les réseaux sociaux, il y a des comparatifs, il y a des choses qui arrivent. Donc, peut-être filtrer un peu les demandes pour s'assurer de répondre à ce qui est urgent. Il y a beaucoup de choses importantes, mais c'est pas tout qui est urgent. Donc, surtout là, quand on tombe dans des éléments techniques, des fois, on peut relancer une liste. Ah oui, il y a une liste de techniciens. Donc, pas avoir peur de relancer ou de rediriger. On a redirigé vers des écoles, vers des ressources du récit du public. C'est des ressources qui sont accessibles à tous. Puis pas être obligé d'avoir peur de dire, ben là, ça sort un peu de ce que nous autres on fait directement. Tu sais, pouvoir orienter, rediriger justement ces questions-là, ces éléments-là, puis de pouvoir se concentrer à l'essentiel. Puis c'est complémentaire à aller chercher plus d'informations. Pourquoi ça fait 3 demandes de ce genre-là? Est-ce que j'ai reçu au point de vue technique de reculer puis d'avoir la vision globale pour répondre de façon globale à ces demandes-là aussi? On n'a pas besoin d'attendre l'artillerie lourde
au niveau numérique pour faire une différence dans la continuité des apprentissages. À partir du moment où on décide que ce qui prime, c'est la réussite scolaire de l'élève, on est capable de rapidement mettre des solutions technopédagogiques en place pour continuer à enseigner auprès des élèves. Et là, je vais parler en mon nom. Ça n'engage absolument pas ni mes collègues, ni la fédération pour laquelle je travaille. Quand je vois que le gouvernement est encore en train d'explorer la plateforme Moodle, qui est soit dit en passant une bonne plateforme, je fais pas le procès de cette plateforme-là, c'est pas ça, là, mais qui est de l'artillerie lourde là, en enseignement à distance, là. On se le cachera pas. Je me demande quand est-ce que le milieu va être réactif par rapport à la continuité des apprentissages, étant donné que ce qui semble se dessiner, c'est qu'on va attendre que l'artillerie lourde soit installée avant de déployer des stratégies pédagogiques à distance. Et c'est ça qui me déplaît. Alors, je pense que notre équipe a réussi à prouver nos écoles que si on veut, on peut, même avec un téléphone, en sortant le numérique des écoles puis en l'amenant dans les maisons. Est-ce que c'est l'idéal? Pas nécessairement. Est-ce qu'on peut déployer cette stratégie-là à la grandeur de la province dans le temps? Pas nécessairement. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser le temps que l'artillerie lourde soit déployée? Je pense que oui. Pour la réussite scolaire des élèves. Fait que moi, ce seraient les deux axes. Le développement pédagogique et professionnel des directions et de se mettre en action, de ne pas attendre. Ce serait ça. Merci. France? Vas-y, Francine. Ben, je pense que j'aimerais ça qu'on retrouve des stratégies qui vont permettre aux enseignants d'être après capables de continuer leur réflexion et leur développement. Ce qu'on voit en ce moment, c'est beaucoup quand Maud parle du Moodle, on veut donner un clé en main à tout le monde, mais on n'a toujours pas montré aux gens à pêcher. Je trouve que c'est un peu ce qu'on fait. On ne montrera pas comment monter des cours. On va vous offrir des cours déjà faits. On vient de standardiser sous quel format l'éducation au Québec, alors qu'il y a déjà plein de belles choses qui se font et que nos enseignants n'ont toujours pas nécessairement le regard critique à retourner à la base. Quels sont les critères d'évaluation? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, au lieu de les habiliter à ce qu'ils deviennent de très bons pédagogues, on fait juste leur donner une recette déjà en boîte. Là, moi, je compare ça à du good food. Là, je vais tout te donner. Tu vas juste pouvoir le refaire chez toi au lieu que je te montre exactement comment tu vas y arriver toi-même pour être le plus agile. Donc, ils sont encore dépendants de quelque chose que si ça plante, c'est terminé. Donc, moi, c'est un peu quelque chose, moi, qui me rend très mal à l'aise. Tu sais, je parle au jeu, là, mais je trouve on veut que les enseignants soient autonomes. On parle beaucoup d'autonomie professionnelle. Mais en même temps, te nourrir à cuillère. C'est ça. Ça me rend très, très mal à l'aise parce que quand est arrivé le temps de faire le jugement professionnel, certains n'étaient pas habilités parce qu'ils n'étaient pas nécessairement suffisamment de bons pédagogues pour le faire. Puis à force de développer des plateformes de maisons d'édition, puis j'ai rien contre tout ça, là, mais toutes ces béquilles-là qu'on met sur lesquels certains enseignants choisissent de se reposer, bien, ça fait pas d'eux des gens qui sont compétents et qui ont développé les compétences. On parle de développer des compétences numériques. Utiliser des activités en ligne d'un cahier d'activités, ce ne sont pas des compétences numériques. Donc, toute cette conception-là pour que ça devienne plus agile, que les enseignants soient plus agiles. Oui, j'ai le goût de dire que de prendre des risques. On a pris des risques. On aurait pu attendre que le train passe. On a pris des risques. On aurait pu se tromper. Si on avait fait justement le récit en direct une journée d'avance, on aurait pu se tromper. Mais à un moment donné, on a deux choix, là, soit qu'on attend ou soit qu'on se met dans l'action. Puis je pense qu'on avait conscience qu'on pouvait qu'on pouvait se mettre les pieds dans les plats, mais qu'on a choisi d'y aller de l'avant quand même. Mm-hmm. On s'est toujours donné le droit à l'erreur. C'est ça. Si on s'était trompé, ensuite, connaissant notre équipe, on se serait réenregistré en disant qu'on s'était trompé à la lumière des nouvelles directives. On le refait, puis on l'aurait publié. Alors, c'est ça qu'on a le droit de se tromper. C'est ça. Mais on l'aurait fait, on l'aurait dit. Grosso modo, là, je pense qu'une des raisons pour laquelle on a encore le sourire, c'est qu'à la base, on était une équipe qui était flexible, agile, réactive.
Puis que c'est ça qui nous a permis de quand même bien composer avec cette situation-là. C'est vraiment c'est ça, la flexibilité, l'agilité, la réactivité. Voilà, ça aide beaucoup en temps de crise. Puis, je pense que dans l'éducation comme dans tout autre domaine, la crise a exposé les faiblesses de tous les systèmes, que ce soit en santé, que ce soit en éducation, que ce soit dans d'autres domaines. Mais c'est ça. Quand tu te dotes de ces méthodes de travail-là, ça aide vraiment. Parce que, comme disait Maud, même si le récit en direct, qu'on l'a commencé, on savait peut-être que ça aurait pu être un flop monumental, puis il n'y a personne qui aurait pu se connecter. Puis quand on a vu que les invitations, les demandes d'invitation pour accéder à la plateforme, on a topé le 250, puis il y avait des gens qui nous écrivaient pour dire que je suis pas capable d'y accéder. Ça a été un beau succès, mais à la base, ça aurait pu être un très grand flop, mais comme du monde, on serait juste réajusté, puis le lendemain, on aurait pensé à d'autres choses. Je pense que notre équipe... ouais, mais je pense que notre équipe est à l'image de toutes les lectures de ce qu'on a fait avec Ron Richard, là. Les 8 mai, on les dit. OK, les écoles ont fermé. 8 mai, puis rapidement, on laisse ça derrière nous parce que c'est stérile de mettre de l'énergie là-dessus, puis on tombe dans le « ici ». Ça, c'est vraiment volé à Ron Richard. On passe du 8 mai au « ici ». Et on a très peu de tolérance pour les gens qui demeurent collés au 8 mai. On va entendre les 8 mai, mais rapidement, on doit tomber dans le « ici » pour la réussite scolaire des élèves. Fait qu'on se pardonne l'erreur parce que c'est du ici. Fait que ici, oui, des fois, on pose des actions. Fait que je pense que c'est juste ça qui fait qu'on a encore le sourire parce que on est bien content, on est bien fiers de nos ici. Non seulement vous avez le sourire, mais vous êtes vous m'avez contaminé, c'est ça? Comme là, tant mieux. Oui. Okay. On a beaucoup de cheveux blancs pour les fatiguer, hein? Mais. Ouais. Mais c'est pour ça que, honnêtement, c'est pour ça que c'est dur quand les gens nous disent, qu'est-ce que vous faites? C'est comme ça dépend tellement, on intervient tellement sur des sphères qui sont différentes selon les besoins du moment que c'est comme dur à expliquer en 30 secondes. C'est quoi notre description de tâche? Et puis, des 8 mai, là, notre équipe en avait, là. 8 mai, on est juste 4 pour 240 écoles primaires et secondaires. 8 mai, aucune de nos écoles a le même matériel numérique. 8 mai, il y en a 2 qui sont à Québec, il y en a 2 qui sont à Montréal. 8 mai, chacun de nous, on a des enfants, toi à la maison, on n'est pas... Notre liste de 8 mai, là, elle est extrêmement longue. Alors, nous, c'est ce qu'on dit. Quand il y a des gens du public, ouais, mais vous autres, vous êtes au privé. Oui, mais nous autres, on est 4 pour 240 écoles. Oui, mais nous autres, il n'y a aucune école qui roule de la même façon, sont toutes indépendantes. Fait que c'est l'équivalent de 240 commissions scolaires. Ah, OK. Ouais. Alors, et si on travaillait autrement? Et c'est ça qu'on fait. Fait qu'on sourit, mais on va avoir des belles vacances.